Bonjour, tout d'abord merci de votre attention. Aujourd'hui on va parler de travail et capitalisme. La question essentielle qu'on va essayer de se poser pour répondre correctement à ce sujet, c'est comment est-ce que le capitalisme financiarisé a-t-il réduit le facteur travail au strict état de marchandise? Pour ce faire, nous allons commencer par parler du rapport salarial comme rapport d'enrôlement. C'est mon ami Shakib Lassini qui va venir nous en parler. Salut Guillaume. Salut Shakib, ça va? Toi. Alors Shakib, quand on parle de rapport salarial comme rapport d'enrôlement, moi la question que je me pose en premier c'est qu'est-ce que tu entends par enrôlement? Alors, l'enrôlement. On va essayer de l'expliquer simplement. Je veux faire quelque chose. Tout seul. Je n'ai besoin de personne. Je peux le faire et je suis le seul chef des modalités d'exécution de ce que j'ai à faire. Ça ne pose aucun problème. Je veux faire quelque chose qui nécessite d'être plusieurs. Le problème est radicalement différent. Le fait de réussir, d'impliquer d'autres puissances dans la réalisation de mon projet à moi, ça s'appelle enrôlement. D'accord. Et comment on dit que le rapport salarial est un rapport d'enrôlement? Quel est le lien entre les deux? Mais on va encore une fois essayer d'expliquer ça plus simplement à l'aide d'un exemple. Je suis entrepreneur, j'ai une terre, je veux fonder une entreprise de vente de fleurs. Je vais aller faire pousser mes fleurs tout seul, je vais aller les vendre tout seul. Ça ne pose pas de problème comme dans le premier cas. Je suis entrepreneur et je veux fonder une entreprise de construction. Je ne peux pas le faire tout seul. Il me faut des travailleurs. Donc, la question qui va se poser à moi, c'est comment réussir à enrôler des travailleurs pour réaliser mon propre projet. Ce rapport d'enrôlement a ici pour nom salariat. Pour toi le rapport avec capitalisme? Bon, nous allons essayer d'être le plus précis possible sur la terminologie. Il faut savoir que le capitalisme n'est rien d'autre qu'une dénomination à consonance négative de ce qui est communément appelé libéralisme. Emmanuel Kant, qui est l'une des figures les plus marquantes du libéralisme, nous a donné une phrase assez intéressante. Il nous dit qu'il faut agir de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Bon, la phrase est bien compliquée, on ne va pas essayer de la décortiquer. Mais on sent bien les dérives conceptuelles théoriques de fond qu'a connu le libéralisme, car les travailleurs, à l'instant actuel, sont clairement utilisés comme moyen de production. Mais ce problème est trop profond. On va essayer de se concentrer sur les modalités de cette utilisation. Et il me semble que la division du travail, on est pour quelque chose. Et j'aimerais savoir ce que tu penses du taylorisme. L'important avec notre sujet, ça va être de se demander comment on est passé du taylorisme aux pratiques managériales qui se font aujourd'hui, et donc comment les conditions de travail ont-elles changé par rapport à ça. T'as pas l'impression que aujourd'hui on est très axé sur la même organisation que le taylorisme à l'époque, mais aujourd'hui on a l'impression que les travailleurs souffrent plus, enfin du moins on voit plus de cas dans l'actualité, de gens qui souffrent de burn-out, autre chose comme ça, et moi j'aimerais que tu me donnes ton avis sur pourquoi c'est différent d'avant, Non, si, je suis d'accord avec toi. Par exemple, dans l'industrie, à l'époque qui faisait le taylorisme, il y avait une certaine solidarité entre tous les individus qui travaillaient dans une usine, par exemple. Ouais. Et, ça leur permettait de mieux vivre en gros le fardeau du taylorisme, quoi. Oui, En gros, le ça, côté oui. alignant, le côté nocif pour en gros c'était nocif physiquement, le fait de tout le temps répéter la même tâche, tout ça, la partialisation, mais aussi psychologiquement avec le contrôle de l'efficacité, le temps de travail et tout ça. c'est ça. Et après, au passage du taylorisme au néo-management, cela change et le manager devient plus focusé sur l'individualiste et comment travailler tout seul et comment avoir une rentabilité le plus haut possible tout seul, quoi. Ouais, en gros, ils ont essayé d'isoler l'individu par rapport au reste des salariés pour mieux pour mieux les adapter et en faire un peu ce qu'ils voulaient, quoi. Oui, c'est exactement ça. Et on en vient aujourd'hui dans une optique où on pousse toujours plus la productivité à des niveaux qui sont parfois inaccessibles et on se retrouve dans des situations où on a des burn-out, où
ça, oui. Et après, le taylorisme à l'époque, c'était plutôt dans l'industrie, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans le service. Et pour appliquer les principes de néo-management, par exemple, dans le service aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Ça viendrait de quoi, selon toi? Comment? Ça viendrait de quoi, ça, selon toi? C'est plus... Moi, j'ai envie de penser que c'est un peu la financiarisation qui a fait ça, de l'économie. Bah oui, côté... c'est sûr, oui. Ouais. La question qu'on va se poser désormais, c'est comment la financiarisation et l'internationalisation des échanges ont favorisé le changement de ces conditions de travail et de l'organisation du travail, en d'autres termes, le passage du taylorisme au management moderne. Je sais pas pour toi, Shakim, mais moi, la financiarisation, je ne connais pas grand-chose. Putain, moi aussi je peux philosopher un peu, mais je connais rien de concret quoi. Je pense que Turquie se connaît mieux que nous sur le sujet. Tu crois? Ouais, on va aller. Ouais, je crois qu'on va essayer de voir. La financiarisation. Donc pour parler de ça, je pense qu'il va falloir reprendre les choses dans l'ordre. Donc fin des années 90, c'est que les actionnaires sont devenus de plus en plus gourmands. C'est-à-dire qu'ils attendaient des taux de rentabilité toujours plus élevés par rapport aux entreprises. Et donc les entreprises étaient contraintes de payer les actionnaires toujours plus, ce qui les empêchait de financer leur investissement par leurs bénéfices. Donc là, c'est vraiment le problème de base. Là, c'est l'une des mutations fortes. Donc les entreprises qui rémunéraient de plus en plus ces actionnaires ont été confrontées à un très grave problème. Donc pour cela, une question se pose. Comment les actionnaires ont-ils pu mettre à bien leur projet? Par le rapport d'enrôlement, comme l'a dit mon collègue Shakib auparavant, c'est-à-dire qu'ils ont enrôlé les managers. Ils ont fait en sorte que les managers, dans leur rémunération, il y ait ce qu'on appelle des stock options. C'est-à-dire qu'à chaque fin d'année, on attribue à des managers un portefeuille d'actions. Un portefeuille d'actions qui dépendait donc de la compétitivité de l'entreprise. C'est-à-dire, lorsque les salariés travaillaient bien, la compétitivité de l'entreprise était bonne, donc le manager pouvait avoir des bénéfices c'est-à-dire une plus-value de cession lorsqu'il cédait ses actions. Donc il avait tout intérêt à organiser convenablement le travail de ses salariés en spécialisant les tâches des salariés et en rationalisant donc leur travail. Les salariés, bien sûr, ont empathie de cette situation. Ils ont été contraints de travailler plus, ça a accru les difficultés au travail, toujours à la recherche de gains de productivité. Ils ont eu une spécialisation des tâches très forte, ce qui a annihilé toute possibilité d'innover ou d'entreprendre pour eux. Donc là, le rapport salarial s'est vraiment dégradé à cette époque-là. Donc c'est toujours d'actualité ce dont je suis en train de parler. Mais après avoir exposé ça, il me semble nécessaire de parler de l'aspect de la mondialisation. Quel est le rôle de la mondialisation, ou en d'autres termes de l'internationalisation dans tout ça? Pour cela, je pense qu'il est nécessaire que je fasse appel à mon ami Jean-Baptiste Balaguer. Il sera à même de parler de ce sujet-là. Aujourd'hui, en fait, le principal impact de la mondialisation est l'augmentation de la concurrence entre les travailleurs, mais aussi l'augmentation de la concurrence entre les pays. Bon, il est vrai qu'une bonne concurrence ne poserait pas de problème, alors qu'on se trouve face à une concurrence déloyale entre les pays, du fait des institutions qui sont fondamentalement différentes selon les endroits où on se trouve sur la Terre. Ainsi, en tant que travailleur, je perds mon pouvoir de négociation vis-à-vis de mon employeur, du fait de la mobilité des capitaux qui maintenant on appelle des capitaux volatiles, alors que les travailleurs, eux, sont mobiles et leur mobilité est restreinte
du fait des différentes attaches qu'ils peuvent avoir au sein d'une famille ou même de leur cercle d'amis. Voilà. Ensuite, on pourrait prendre l'exemple de Sanofi, qui est une grosse entreprise pharmaceutique française, donc en fait qui se trouve avec une diminution de bénéfices sur les 2 derniers exercices, alors qu'on se rend compte qu'on a une augmentation des dividendes, de la redistribution des dividendes en fait pour les actionnaires, et couplé à ça, il y a aussi des suppressions de postes. On voit donc que la situation des travailleurs est incertaine. De ce fait, on va vous proposer de conclure tous ensemble sur ce sujet-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans tous les problèmes auxquels on a été confrontés, on a pu faire le rapport avec les formes institutionnelles. Le rapport salarial il était omniprésent. Ouais. On a parlé de la finance, on a parlé de l'organisation de la production à travers le taylorisme, on a parlé de la mondialisation, donc de l'ouverture des économies. C'était très complet au niveau des formes institutionnelles. Et l'action publique dans tout ça? En fait, j'y venais d'action publique. C'est à travers l'action publique, justement, qu'on va réussir à mettre en œuvre des décisions adéquates. Mais le problème, c'est que même à supposer qu'on ait un État fort, qui puisse prendre les décisions qu'il faut, l'état actuel de la théorie économique pose problème, ça ne nous laisse pas espérer. Le plus aguerri des économistes néolibéraux va proposer des propositions systémiques. Et à chaque fois, les propositions systémiques, c'est relativement limité. On maintient le salaire minimum, dans le meilleur des cas, on l'augmente, mais toujours en restant dans cette optique d'exploitation du travail par le capital. T'as un exemple de proposition antisystémique? Ah, mais on peut en sortir par dizaines de mille des propositions antisystémiques vu le chantier que c'est. Mais le problème, c'est dans quelle oreille ça va tomber et comment l'expliquer aux gens. Parce que un principe tout simple, en ce qui concerne le rapport salarial, c'est que l'entreprise n'appartient pas forcément à une seule catégorie, soit au capital, soit au travail. L'entreprise est censée appartenir à tous ceux qui la font vivre, et aux travailleurs aussi. C'est vrai. Mais là, tu remets en cause la propriété privée, non? C'est le communisme, ça? Oui et non. Ce n'est pas du communisme dans le sens où l'entendent la plupart des gens. Et je ne remets pas en cause la propriété privée. Je remets en cause la propriété privée et exclusive. Bon, c'est une question sur laquelle on peut débattre pendant des heures. Mais on va essayer de donner un petit élément de réflexion pour préciser la situation. Il faut distinguer entre entreprise, capital matériel et activité. Le capital matériel appartient aux actionnaires. Je ne vais pas parler de la propriété privée, c'est à eux. On ne va pas rentrer dans le débat de savoir comment est-ce qu'ils ont obtenu tout ça. L'activité, en revanche, elle appartient aux actionnaires, mais elle appartient aussi aux travailleurs. C'est vrai. L'entreprise est composée du capital et de l'activité. Est-ce légitime de laisser les détenteurs des capitaux décider de la part des travailleurs dans cette entreprise? Emmanuel Kant nous l'a bien dit. Il ne faut pas utiliser l'être humain comme étant un moyen. Les choses ne vont pas changer sous l'indignation générale. Il faut prendre le taureau par les cornes et il faut agir. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert. Sur une piste de misère, il y en avait 2 à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu? Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours heureux.